L'Assemblée nationale, issue des élections législatives qui ont eu lieu le 30 juin et le 7 juillet 2024, est divisée en trois parties de poids à peu près égal et dont aucune ne semble disposée à gouverner avec les deux autres. Cette situation signifie qu'il sera très difficile et même sans doute impossible de dégager une majorité solide pour soutenir un gouvernement. Cela sera d'autant plus difficile que deux des grands blocs qui composent l'actuelle Assemblée, à savoir le Nouveau Front populaire et Ensemble, sont en réalité des coalitions, dont il y a fort à parier que chacune des composantes va bientôt reprendre sa liberté. Comment, dans de telles conditions, gouverner la France? Il a été suggéré que le président de la République pourrait avoir recours au référendum législatif prévu à l'article 11 de notre Constitution pour continuer à donner une direction au pays, en dépit du fait qu'il ne dispose plus d'une majorité à l'Assemblée nationale. Autrement dit, puisque la démocratie représentative est en train de sombrer dans le désordre et l'impuissance, il s'agirait de redonner la parole au peuple pour lui permettre de fixer lui-même le cap sur quelques sujets essentiels. Bien entendu, il ne saurait être question de remplacer totalement la démocratie représentative par la démocratie directe, mais plutôt de compléter le travail des institutions représentatives par un appel régulier au peuple, mettons 1 ou 2 fois par an, pour lui demander d'adopter directement les lois les plus essentielles. Cette manière de procéder serait sûre de rencontrer l'assentiment d'une large partie de la population, au moins dans un premier temps, puisque, on le sait, les Français sont très majoritairement demandeurs de davantage de référendums. Mais serait-elle praticable? Et donnerait-elle les résultats attendus? C'est ce que je vous propose d'examiner ensemble dans ce qui suit. Première question. Dans la situation actuelle, avec l'absence de toute majorité à l'Assemblée, cette pratique régulière du référendum est-elle juridiquement possible? Disons que la voie n'est pas totalement fermée, mais qu'elle est très étroite. Rappelons que la Constitution permet au président de la République de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le référendum ne peut pas, par conséquent, porter sur n'importe quel sujet. Le champ du référendum, tel qu'actuellement délimité par la Constitution, couvre-t-il tous les sujets qui tiennent à cœur aux Français et qui sont importants pour l'avenir de la nation? On peut en douter, surtout si l'on tient compte de la jurisprudence restrictive du Conseil constitutionnel et de son attitude probable en cas de recours fréquent au référendum, à savoir une surveillance pointilleuse des sujets choisis. Pour ne prendre que deux exemples, il n'est pas plausible que des référendums portant sur la fin de vie ou sur la question globale de l'immigration puissent être organisés. Et si l'on voulait élargir le champ du référendum, il faudrait réviser la Constitution, chose qui paraît impossible dans la configuration politique actuelle. Il existe par ailleurs un second obstacle juridique. Le président ne peut soumettre un projet de loi au référendum que sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées. En pratique, cela signifie que le Premier ministre doit demander au président de consulter la nation par référendum avant que ce dernier puisse faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 11. Emmanuel Macron, qui ne dispose plus d'aucune majorité parlementaire, pourrait-il trouver un Premier ministre suffisamment complaisant pour lui soumettre les projets de loi qui lui conviennent? Cela n'a certes rien d'évident. Disons même que cela paraît hautement improbable. Mais admettons que les obstacles juridiques puissent être surmontés. Admettons également que lors des référendums, les Français répondent vraiment à la question qui leur serait posée au lieu de répondre en fonction de la personne qui leur poserait la question, en l'occurrence Emmanuel Macron, avec les résultats que l'on peut imaginer. Bref, admettons que les référendums ne tournent pas en plébiscite. Que se passerait-il alors? Serait-il réellement possible de gouverner la France par référendum? Le plus vraisemblable, et de loin, est qu'une très grande déception succéderait à un grand espoir. Car si le peuple peut décider directement, il ne peut jamais agir directement, sauf de manière purement destructrice, comme lors d'une émeute. Or, prendre une décision et mettre en œuvre cette décision sont deux choses bien différentes.
particulièrement dans une démocratie moderne, dont les rouages sont éminemment complexes et où abondent les contre-pouvoirs, officiels ou officieux d'ailleurs. Pourquoi, par exemple, le Brexit, décidé en juin 2016 par les citoyens britanniques, n'a-t-il été réalisé qu'en 2020, après plus de 3 ans de tumultes politiques et de batailles juridiques acharnées? Parce que, à l'intérieur même du Royaume-Uni, de très puissantes forces politiques, économiques, administratives, judiciaires se sont liguées pour le faire échouer et qu'elles ont été bien près de réussir. Le Brexit n'a finalement été mené à son terme que lorsque Boris Johnson a pris la tête du Parti conservateur sur la base d'une position intransigeante, ce que l'on a appelé le hard Brexit, position qui a ensuite été validée par les citoyens lors d'élections législatives. Autrement dit, le Brexit a été voulu par le peuple anglais, mais ne pouvait être réalisé que par un gouvernement solide et énergique. Inversement, les États américains qui pratiquent le référendum, qui sont souvent mis en exergue par les partisans de la démocratie directe, offrent plus d'un exemple de décision populaire contrecarrée et rendue ineffective par les corps constitués. Par exemple, en novembre 2008, les électeurs californiens ont adopté par référendum une proposition de loi visant à interdire le mariage entre personnes de même sexe dans leur État. Mais cette décision référendaire a été immédiatement attaquée par un certain nombre d'élus californiens et par le procureur général de Californie lui-même, qui a porté l'affaire en justice. Jugée contraire à la Constitution par une juridiction fédérale, 2 ans plus tard, elle a été effectivement annulée. Imaginons donc, pour les besoins du raisonnement, un référendum en France sur la question de l'immigration, et que la question soit du genre « Voulez-vous que la France ferme ses frontières ?» Une question simple et aussi dépourvue d'ambiguïté que possible. Croit-on vraiment que, si les Français répondaient oui, les frontières se fermeraient demain ou même après-demain? En réalité, elles ne se refermeraient, même partiellement, que si était en place un gouvernement très solide et énergique, capable de traduire en d'innombrables mesures concrètes cette direction générale indiquée par les citoyens. Mais surtout un gouvernement ayant la volonté et la capacité de lutter longuement et durement pour surmonter les résistances que cette décision populaire ne manquerait pas d'engendrer, à la fois dans la société civile et au sein même de l'appareil d'État. Or, un gouvernement solide, énergique et déterminé est précisément ce qui manque désormais à la France. Mais le référendum ne peut pas être un substitut à ce dont il a besoin pour produire ses effets bénéfiques. C'est d'ailleurs là la vraie raison de l'usage plébiscitaire du référendum qui était celui du général de Gaulle. Pour le fondateur de la Ve République, le référendum était un moyen de faire confirmer par la nation une décision grave et difficile voulue par un pouvoir exécutif qui liait son sort au résultat du référendum. En aucun cas le référendum n'était destiné à pallier l'indécision ou la faiblesse des pouvoirs publics. Le référendum peut certes être un instrument puissant lorsqu'il est utilisé par un chef de l'État puissant et déterminé qui sait précisément où il veut amener le pays et qui le lui indique clairement. Il ne peut pas, en revanche, être une béquille pour un chef de l'État discrédité ou une bouée de sauvetage pour des institutions représentatives en pleine déliquescence. Dans l'état actuel de confusion et d'impuissance publique où nous nous trouvons, et qui d'ailleurs a commencé bien avant ces élections législatives, tout porte donc à croire que le référendum n'apporterait aucun soulagement à nos maux, et même peut-être les aggraverait. La solution ne se trouve malheureusement pas de ce côté-là. Si vous voulez en savoir plus sur la question du référendum, je vous invite à regarder la série de vidéos que je lui ai consacrée et que vous pourrez trouver sur cette chaîne. Vous y trouverez tous les détails sur la procédure, sur l'usage qui a été fait du référendum depuis 1958, ainsi que sur 2 référendums essentiels, celui d'octobre 1962 et celui de mai 2005. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Et n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant!